Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. L'œil qui pétille et la voix qui porte. David Doucan pour le journal de 8h. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, David. Le PDG de France Télécom va rendre des comptes. 35 suicides entre 2008 et 2009. L'entreprise s'appelle aujourd'hui Orange. Le procès commence aujourd'hui. Le groupe et ses dirigeants sont accusés de harcèlement moral. Name and shame, donner les noms pour les couvrir de honte. Je vous parle des grosses entreprises qui traînent des pieds pour payer leurs petits fournisseurs. Des amendes de plus de 500 000 € sont tombées. Quels groupes se sont fait attraper? Information Europe 1 dans un instant. Les images sont terrifiantes. Un avion s'est transformé en boule de feu sur une piste de l'aéroport de Moscou. 41 personnes ont été tuées. 37 autres ont réussi in extremis à s'échapper de la carcasse en feu. L'escalade de la violence entre groupes armés et palestiniens en Israël. À 8h12, un cessez-le-feu vient d'être annoncé. C'est Didier François à 8h12 qui nous racontera les dessous de cette actualité. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Europe 1. C'est le procès de la violence en entreprise. À partir d'aujourd'hui, l'ancien PDG de France Télécom est jugé. Didier Lombard est accusé de harcèlement moral. L'entreprise aujourd'hui devenue Orange également. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Entre 2008 et 2009, Chloé, 35 salariés, 35 s'étaient suicidés. Oui, effectivement, 35 en 2 ans dans un contexte de restructuration profonde de l'entreprise avec une volonté affichée par le PDG Didier Lombard de faire partir 22 000 salariés. À l'époque, il avait eu des formules malheureuses comme la mode des suicides pour évoquer ces drames. Ingénieur de formation, devenu PDG à la suite du départ de Thierry Breton, nommé ministre, il a toujours réfuté les accusations dont il fait l'objet. Et au cours de ce procès, certains salariés comme Yves Mingui espèrent qu'il se remette en question. Quelqu'un qui calcule le matin de prendre un bidon d'essence, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quelque part, cette personne, on l'a poussée. Alors, quand on en arrive à cette extrémité, faut se poser les questions, quoi. Alors jusqu'ici, devant les tribunaux, seules les entreprises en tant qu'entité ont déjà été jugées pour harcèlement moral et la présence d'un ancien PDG, du DRH et d'un autre cadre sont inédites. Les juges d'instruction l'expliquent par un harcèlement moral organisé à l'échelle de l'entreprise par ses dirigeants. Nina Tarouni, docteur en droit spécialisée dans la souffrance au travail. Cette organisation a quand même été mise en place par des personnes. Et c'est tout là l'intérêt du procès, c'est que finalement, on reconnaisse non seulement la mise en place d'un harcèlement organisationnel, mais aussi la culpabilité de ceux qui l'ont mis en place. Et alors, en cas de condamnation éventuelle, la peine encourue est d'1 an de prison. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Merci à vous, Chloé. Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom, jugé aujourd'hui. Un petit garçon de 2 ans a été retrouvé sain et sauf dans un hôtel de Valence, dans la Drôme, avec l'homme qui l'avait kidnappé quelques heures plus tôt à Marseille. La disparition de l'enfant avait fait l'objet d'une alerte enlèvement diffusée sur tous les médias. Procédé qui s'est donc révélé une fois de plus efficace, puisque c'est le veilleur de nuit de l'hôtel qui a alerté les autorités. Information Europe 1 maintenant. Pour la première fois, des entreprises écopent d'une amende de plus de 500 000 €. Oui, parce qu'elles n'ont pas respecté les délais de paiement pour régler leurs fournisseurs. La nouvelle loi a fait sauter le plafond. L'amende maximale était jusqu'à présent de 375 000 €. De surcroît, Bercy communique volontiers les noms des groupes qui se conduisent mal, en l'occurrence les Ciments Calcia, la branche française d'Eurotunnel ou l'assureur MMA, tous 3 sanctionnés. Écoutez la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Le but, c'est d'abord d'atteindre la réputation des entreprises pour qu'elles bougent, et c'est aussi d'atteindre leur portefeuille. Parce que ça, on sait que ça les fait changer d'attitude, et souvent, ce ne sont pas les dirigeants qui sont responsables, simplement c'est de la négligence au sein de l'entreprise, et donc on veut que le sujet du paiement des factures dans les temps soit important pour tout dirigeant d'entreprise, parce qu'on sait qu'une PME sur 4 a des difficultés de trésorerie parce qu'elle est mal payée par ses clients. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, avec Emmanuel Dutheil. L'inquiétude au sujet de 2 touristes français qui ont disparu au Bénin. Inquiétude renforcée parce que le corps retrouvé dans le parc national est bien celui de leur guide. La piste de l'enlèvement est donc de plus en plus privilégiée dans un pays, le Bénin, pourtant jusque-là épargné par la menace djihadiste, comme l'explique Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique. Le
le Bénin, c'est une première. Il n'y a jamais eu d'enlèvement, il n'y a pas de groupe djihadiste à ma connaissance installé. On voit bien qu'à partir du Burkina Faso, qui est devenu un pays où les groupes djihadistes opèrent, ces groupes djihadistes sont en train de descendre dans les États côtiers et c'est assez inquiétant. Par exemple, l'endroit où ont été enlevés les touristes, c'était une zone où on considérait que des touristes pouvaient encore se rendre, même en étant prudents. C'est nouveau, c'est vraiment un message à la France et en particulier à l'opération Barkhane, parce que ça vise des Français, mais en même temps, la première cible, c'est de faire fuir les touristes de cette zone pour installer finalement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un propre pouvoir islamique dans toute la région. Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique avec Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Les grands-parents de 2 enfants retenus avec leur mère djihadiste dans un camp du Kurdistan syrien saisissent aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme. Leurs avocats essaient d'obtenir la condamnation de la France qui refuse de les rapatrier. 41 morts dans un crash aérien, ça s'est passé en Russie, des images impressionnantes et choquantes. Oui, plusieurs vidéos montrent un avion de la compagnie russe Aeroflot. Il atterrit en catastrophe à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo et il s'embrase de manière spectaculaire. L'appareil est un Superjet 100 de conception russe, un aéronef qui a mauvaise réputation, mais que Moscou a imposé à ses compagnies locales. Récit de la catastrophe et mise en perspective, signé Nicolas Tonev. Alors que les survivants sautent sur le toboggan de secours déployé à l'avant et s'éloignent le plus vite possible, les flammes dévorent l'arrière du fuselage et l'aile droite. Les réservoirs sont pleins, le Superjet 100 n'a volé que 28 minutes, le temps pour l'équipage d'annoncer une anomalie. Cette anomalie gêne-t-elle l'atterrissage d'urgence ? L'avion rebondit au sol et se transforme en brasier. Un nouvel accident pour cet appareil qui a volé pour la première fois en 2007. À l'époque, le gouvernement russe veut relancer son industrie aéronautique et rivaliser avec Boeing et Airbus. L'appareil a un atout, son faible prix, mais il a aussi un défaut, sa fiabilité. En 2012, lors d'un vol de démonstration, un Superjet s'écrase en Indonésie, faisant 45 morts. Les compagnies clientes étrangères n'en veulent plus, le rendent ou le font voler le moins possible. Mais Aeroflot n'a pas le choix. L'entreprise russe, moyennant des subventions d'État, a dû acheter 100 appareils et, faute de mieux, doit les utiliser. Nicolas Tonev pour Europe 1. Je précise que 37 personnes ont réussi à fuir la carcasse et ont survécu. Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un porte-avions et d'une force de bombardiers au Moyen-Orient. Il s'agit d'un message clair à l'attention de l'Iran, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Il a ajouté que toute attaque iranienne contre les intérêts des États-Unis ou de ses alliés rencontrerait une force implacable. Le journal avec David Doucan et on continue avec de la politique. Oui, parce qu'on a rarement vu début de campagne aussi chaotique. Je vous parle de la tête de liste de La République En Marche, Nathalie Loiseau. Depuis qu'elle a été désignée, le camp majoritaire perd des points, talonné par le Rassemblement National, même dépassé dans certaines enquêtes. Il reste 3 semaines pour sauver le soldat Loiseau. Édouard Philippe sera ce soir en meeting avec elle à Caen, le Premier ministre. Avec nous, Jean-Rémy Baudot. Il s'agit maintenant, Jean-Rémy, clairement, d'inverser la vapeur. Oui, de quoi qu'en polémique, ces européennes sont difficiles pour La République En Marche. Alors en coulisses, on serre les rangs et on montre les muscles. Édouard Philippe prévoit de faire 2 meetings par semaine et son entourage martèle que Nathalie Loiseau est, je cite, une excellente candidate. À l'Élysée, on affiche la même confiance. Un proche du président vante une femme engagée et courageuse. Pas question d'avoir l'air de regretter le casting. Dans la majorité, on pense d'ailleurs que d'ici au 26 mai, jour du vote, il reste du temps pour mobiliser, car l'enjeu est clair. Il faut arriver en tête devant le Rassemblement national. Si le RN est premier, une période inédite s'ouvrira devant nous, s'inquiète un membre du premier cercle du président. C'est donc pour cela qu'Emmanuel Macron reste pour l'heure en retrait, mais ça ne va pas durer. Ses proches confirment qu'il va aussi faire campagne, probablement un déplacement sur un meeting et assurément une prise de parole. Le calendrier n'est pas encore calé. Mais pas de précipitation au sein de l'exécutif. On répète que ces européennes se joueront dans les derniers jours et qu'il faudra alors taper très fort. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Merci Jean-Rémy. Et pour conclure, voici la rencontre aujourd'hui entre 2 golfeurs, mais pas n'importe lesquels. Oui, parce que cela se passera à la Maison-Blanche. Donald Trump reçoit Tiger Woods pour lui remettre une décoration. Et ce n'est pas que le président américain qui accueille la légende du golf, c'est aussi un fan. Vous le savez, Donald Trump joue beaucoup et c'est devenu un sujet de polémique aux États-Unis. Le récit de notre correspondant Xavier Yvon. C'était l'angle d'attaque favori de Donald Trump contre Barack Obama. Et il passe trop de temps sur les greens, pas assez à la Maison-Blanche. Ce type, c'est golf, 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 répétait-il. Si bien que pendant la campagne, Donald Trump avait fait une promesse. Moi, je travaillerai pour vous, je n'aurai pas le temps d'aller jouer au golf.
Eh bien en fait, si les médias américains tiennent les comptes, Donald Trump s'est rendu 187 fois dans l'un de ses golfs depuis le début de son mandat. C'est un quart de son temps de président, beaucoup plus donc que son prédécesseur. Le mois dernier, un livre est même sorti consacré uniquement au rapport entre Donald Trump et le golf, intitulé « Le tricheur en chef ». On y apprend que les caddies le surnomment Pelé, comme la légende du foot, parce que Donald Trump tape souvent du pied dans sa balle pour la replacer, c'est bien sûr interdit. Son niveau n'est pas mauvais, mais comme il déteste perdre, il triche tout le temps, raconte le livre. Lors d'une partie, par exemple, juste après son élection, il envoie sa balle dans l'eau et très vite en retape une autre, profitant que son adversaire ne regarde pas. C'était ce jour-là un certain Tiger Woods. New York, Xavier Yvon, Europe 1.